Bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Merci au laboratoire Sanofi pour son soutien à la réalisation de ce webinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Aïcha Oued. Je suis cardiologue, actuellement présidente de la Société marocaine de cardiologie. Et je suis ravie ce soir d'introduire ce webinaire pour parler, échanger sur le Covid-19. Ce Covid qui, comme vous le savez, occupe une grande partie de notre temps. La thématique retenue aujourd'hui est le QT et pathologie Covid-19. Vous allez sans doute vous poser la question, pourquoi ce choix? Vous savez très bien que les schémas thérapeutiques des patients Covid-19 restent à ce jour très controversés et discutés, sans recommandation consensuelle. Et au Maroc, le choix s'est porté sur l'association hydroxychloroquine azithromycine. On sait très bien que c'est une association qui a des interférences avec l'électrocardiogramme et peut allonger le QT. Cette association ou la prescription de cette association n'est pas une contre-indication, mais elle nécessite une surveillance particulière et des précautions particulières, en particulier la réalisation d'électrocardiogrammes itératifs et réguliers chez les patients qui ont cette prescription ou qui seront amenés à avoir cette prescription. Et c'est dans ce sens que j'ai le plaisir ce soir d'introduire le professeur Abdelhamid Moustafir, professeur de cardiologie, professeur de rythmologie, actuellement président de la société, vice-président de la Société marocaine de cardiologie, pour sa lecture sur le QT et le Covid-19. Donc il nous dira tous les secrets de ce QT. Et il a beaucoup travaillé sur ce sujet et sous sa supervision, le groupe de rythmologie de la Société marocaine de cardiologie a élaboré un algorithme de surveillance électrocardiographique de ces patients Covid qu'il aura donc le plaisir de nous expliquer et de nous commenter au cours de sa lecture. Avant de lui donner la parole, un mot pour vous rappeler qu'à la fin de la présentation, on aura droit à une session de questions-réponses. Et donc, je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation sur notre plateforme. Et notre ami, le professeur Abdelhamid Moustafir, se fera un réel plaisir de répondre à vos questions. Je lui donne la parole et bon webinaire. C'est Moustafir, à toi la parole. Merci Madame la Présidente. Sujet d'actualité a été choisi par vous-même et je tiens d'emblée à remercier le groupe de la Société marocaine de cardiologie qui m'a énormément aidé par ses remarques et qui a enrichi le programme qu'on va présenter à la fin de cette présentation. Tout d'abord, je tiens à préciser que la Société marocaine de cardiologie, en ma qualité de président élect de la Société, adhère totalement à la stratégie nationale du ministère de la Santé en ce qui concerne la prise en charge et de ces patients Covid-19. Et la présentation d'aujourd'hui, elle est purement scientifique, elle est sans aucun conflit d'intérêt. C'est une présentation qui est faite gratuitement et je tiens à le souligner. Le QT lent, la mort subite, le Covid-19 nous interpelle pour se poser un certain nombre de questions. Et en guise d'introduction, je vous dis d'emblée qu'il y a eu une surmédiatisation de ce problème du QT allongé sous l'association hydroxychloroquine et azithromycine. La réalité, c'est que ces deux molécules sont connues et prescrites depuis de nombreuses années. Ceci dit, il y a des précautions obligatoires qu'il faut prendre, mais sans exagérer ce concept. L'approche de cette surveillance est différente entre un malade hospitalisé et un malade externe. Et en cas d'évolution de la stratégie nationale du ministère de la Santé pour traiter les patients à titre externe, eh bien les médecins peuvent donner cette thérapeutique
à titre externe avec un minimum de précaution. La chose la plus importante, et je vais y insister aussi bien dans cette introduction qu'à la fin de mon exposé, c'est qu'il faut contextualiser le traitement, c'est-à-dire préciser les antécédents de ces patients-là. Est-ce qu'ils sont porteurs d'une maladie chronique, cardiaque, rénale, hépatique et j'en passe? Et est-ce qu'il y a une atteinte concomitante du Covid-19? Et vous savez très bien que cette atteinte peut se trouver chez les malades hospitalisés aux soins intensifs dans environ 20% des cas. Enfin, je reviens à la lecture de l'électrocardiogramme. Cardiologues, réanimateurs, urgentistes sont aptes à lire un électrocardiogramme le plus correctement possible, mais tout médecin doit faire l'effort au cours d'une pandémie, au cours d'une épidémie, d'avoir les éléments importants de lire un électrocardiogramme. Ça, c'est une réflexion philosophique. La réalité est tout autre. Pourquoi la réalité est tout autre? Parce que la mesure du QT, elle est difficile, et parce que l'analyse et l'interprétation de la valeur du QT ne sont pas simples. Et pour vous donner un exemple du QT, je partage avec vous cet article qui est publié quand même dans Heart Rhythm, la revue de référence en rythmologie, et qui dit dans le titre que l'interprétation du QT lent, eh bien la majorité des médecins ne savent pas reconnaître un QT lent lorsqu'on le voit. Et ce travail, il a donné 4 ECG, 2 QT lents et 2 QT normaux. Ces ECG ont été analysés par 902 médecins. Et tenez-vous bien, ces 900 médecins, regardez le tableau en bas, il y a 25 experts internationaux QT. Il y a 106 rythmologues, 329 cardiologues, 442 des autres spécialités, dont la majorité sont des réanimateurs et des urgentistes. Eh bien, les résultats d'analyse de QT, environ 80% des rythmologues ont diagnostiqué ça et 62% uniquement ont classé le QT. Pour les cardiologues, eh bien, moins de 50% ont posé le diagnostic de QT lent et moins de 25% ont classé le QT. Et pour les autres spécialités, eh bien, moins 4% ont posé le diagnostic et aucun n'a pu classer le QT. Pour vous dire que qu'on soit rythmologue, qu'on soit cardiologue, qu'on soit interniste, qu'on soit réanimateur, le QT nous appelle à beaucoup plus de modestie et à beaucoup plus d'humilité, car c'est une pathologie. Lorsqu'on n'est pas expert, on n'a pas les réflexes de s'intéresser. Je vous emmène un peu à un peu de Dion pour expliquer tout ça. Et vous savez que lorsque on veut parler de dépolarisation, vous avez des mouvements ioniques, sodium qui entre de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule myocardique, le calcium la même chose, le potassium qui est lion de la repolarisation va sortir de l'intérieur à l'extérieur de la cellule myocardique pour permettre la repolarisation. Et lorsqu'on enregistre le potentiel d'action à la surface de la cellule myocardique, on a l'image qui se situe au 2e niveau. Et lorsqu'on enregistre l'électrocardiogramme, on a l'image qui se situe au 3e niveau. Mais honnêtement, ça c'est lorsqu'on explique les mouvements ioniques à un externe. Lorsqu'on veut approfondir les choses sont un peu plus compliquées que ça. Car vous voyez sur ce schéma-là, en vert, vous avez l'ion calcique, en orange, vous avez l'ion sodique. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les ions potassiques avec 2 principaux types. En bleu, l'ion potassique ou le canal potassique qui est rapide, et en violet, le canal potassique qui est lent. Et la pathologie du QT, elle va siéger essentiellement au niveau de 3 canaux. C'est le canal sodique, le canal potassique rapide et le canal potassique lent. Et vous avez la mesure du QT sur laquelle on va revenir par la suite. Je voudrais attirer votre attention sur la fameuse onde T qu'on voit à la fin de l'onde T. Cette fameuse onde U, eh bien, elle est intéressante parce que c'est un phénomène mécanoélectrique qui se traduit par
par une déviation de faible amplitude et de basse fréquence qui se produit après l'onde de T, elle est intéressante parce que généralement, elle a une faible amplitude et on la voit très bien sur les dérivations précordiales V2, V3, et elle est absente sur les dérivations des membres. Mais son intérêt réside dans le fait que d'abord, elle peut être fusionnée avec l'onde de T, ce qui va poser le problème de la mesure du QT. Et surtout, et ça c'est un signe indirect de l'hypocalémie, son amplitude peut être beaucoup plus importante par rapport à l'onde de T. Et ça, c'est parmi les signes qu'il faut avoir lorsque on veut interpréter un électrocardiogramme du QT, car on sait que l'association QT-lent-hypocalémie est particulièrement pourvoyeuse de troubles du rythme ventriculaire. La pathologie du QT, vous avez le potentiel d'action que je viens de vous expliquer. Vous avez juste en bas ce qu'on appelle la pathologie exagérée du travail des canaux potassiques, et vous allez avoir en bas des QT courts. Ce n'est pas l'objet de présentation aujourd'hui. La pathologie des QT lents, je vous ai dit, il y a l'hyperactivation du canal sodique en premier, qui est responsable du QT lent type 3, et vous allez avoir les maladies QT1 et QT2 respectivement en relation avec le canal sodique, avec le canal potassique rapide et le canal potassique lent. Quel est le phénotype de ces pathologies? Eh bien, le phénotype de ces pathologies, il est intéressant. Vraiment, je veux que vous suiviez avec moi cette PAC. Vous avez les anomalies du canal sodique qui vont donner une anomalie de segment ST. Et vous voyez à droite de l'écran un segment ST, le LQ3, le segment ST est très allongé. Par rapport aux anomalies de l'onde de T, qui elle est responsable, donc soit d'un élargissement de la base d'implantation de l'onde de T tel qu'on le voit dans le QT1, ou bien un aspect bifide qu'on voit en V5 en deuxième ligne dans le type Q2. Donc anomalie de l'onde de anomalie de l'onde de T, c'est le canal potassique. Anomalie du segment ST, c'est une anomalie du canal sodique. Pourquoi j'insiste? Parce que ce sont des éléments simples à mettre sur un électrocardiogramme, car la génétique, typer un malade au Maroc, c'est très difficile, et l'accès au typage génétique du syndrome du QT n'est pas une chose pratique, alors qu'on peut avoir une première idée lorsque on voit correctement un électrocardiogramme. La pathologie du QT lent congénitale varie. Vous avez le LQT1 et le LQT2 où il y a une phase adrénergique, exercice, émotion, et par conséquent le traitement bêta-bloquant est intéressant. Par contre, le LQ3 qui est dû au canal sodique, eh bien vous avez une pathologie qui va survenir au repos nocturne et qui va donner des morts subites, et c'est cette classe-là qui aura besoin d'un défibrillateur si les malades sont symptomatiques. Il y a un tableau qui est fait des anomalies de l'électrocardiographie, de l'histoire clinique de syncope et de l'histoire familiale de syncope et d'anomalies du QT, qui va nous permettre de screener les patients et d'apprécier la gravité en vue de proposer un traitement approprié. Si un QT lent congénital se présente avec un Covid-19, eh bien, la prescription de ces thérapeutiques hydroxychloroquine, azithromycine doit faire réunir un staff où il y a un rythmologue, où il y a un réanimateur en milieu hospitalier, dans une unité de soins intensifs, pour prendre en charge ce type de malade. Le QT lent, il est pervers. Pourquoi le QT lent, il est pervers? D'abord parce que ce sont des gens qui ont un QT normal le QT acquis, il est lent acquis, pervers parce que ces gens-là ont un QT normal à l'état de base. La prévalence, elle est imprécise. On parle jusqu'à 50 000 morts dans le monde secondaire à un QT lent acquis non diagnostiqué. L'essentiel que ces patients-là, lorsqu'on va les exposer à des facteurs extrinsèques, en particulier des médicaments, ils vont allonger leur QT de manière anormale, soit en bloquant ces fameux
courant rapide et lent du canal potassique, ou bien en ralentissant l'élimination des bloqueurs des canaux potassiques. Mais sachez que dans cette catégorie, le risque est faible de torsade de pointe et encore plus faible de morsure. Quels sont les facteurs physiologiques qu'on doit tenir en compte lorsqu'on analyse un QT? Vous avez le sexe féminin, en particulier après la puberté, où la femme va se débarrasser difficilement de ces bloqueurs de canaux potassiques, et donc on aura un QT chez la femme qui est relativement plus long par rapport à l'homme. L'homme, jusqu'à l'âge de 65 ans, est protégé par la testostérone. Au-delà de 65 ans, il a un QT qui est plus allongé. Et pendant le sommeil, et vous savez que les gens qui font de la rythmologie, que cette dynamique de QT qui ne se ralentit pas pendant le sommeil est une pathologie qui peut prédisposer à faire des troubles du rythme ventriculaire. Quels sont les facteurs non médicamenteux qu'on doit tenir en compte lorsqu'on analyse un QT? Vous avez les perturbations électrolytiques et à leur tête l'hypokaliémie. Vous avez l'obésité, l'ischémie myocardique, les cardiomyopathies, qu'elles soient restrictives, hypertrophiques ou dilatées, l'hypertension artérielle avec ou sans hypertrophie ventriculaire gauche sont des facteurs qui peuvent allonger de manière modeste mais certaine l'intervalle QT. Et vous avez toute la pathologie générale, l'hypoglycémie, l'hypothyroïdie, les atteintes hépatiques et les atteintes du système nerveux central qui peuvent également allonger le QT. À côté de cela, vous avez les traitements cardiovasculaires et à leur tête les traitements antiarythmiques. Les médicaments qu'on prescrit couramment en cardiologie, la myodarone et le flécainide, et qui donnent un allongement du QT, et pourtant on ne s'excite pas pour rechercher est-ce que le QT va être allongé sous amiodarone, et je vais vous montrer un cas clinique à la fin où une véritable torsade de pointe a été déclenchée par l'amiodarone, c'est-à-dire qu'il ne faut pas braquer les projecteurs uniquement sur l'hydroxychloroquine, il y a d'autres médicaments qu'il faut surveiller. La liste des médicaments non cardiovasculaires est très longue et vous avez un site que vous voyez en haut et à gauche de la diapositive qui peut vous donner la liste des médicaments auxquels il faut faire attention lorsqu'on prescrit cette hydroxychloroquine. Enfin, il n'y a pas que l'intervalle QT. Sachez que l'hydroxychloroquine va donner des bradycardies, ça a été prouvé chez l'animal, mais il va donner autre chose, elle va allonger l'espace PR. Et ça, ce sont des éléments qu'il faut tenir en compte, car il ne faut pas rester fixé sur le QT et laisser évoluer d'autres pathologies. Il faut être interniste, c'est-à-dire global dans l'approche de l'électrocardiogramme. C'est l'étude interniste de l'électrocardiogramme qui est intéressante dans l'hydrochloroquine et c'est un élément qui est capital. Mais regardez cette deuxième partie des effets secondaires. Vous avez les affections gastro-intestinales qui sont très fréquentes, qui vont donner des diarrhées et des vomissements. Et ces deux éléments vont donner des hypokaliémies qui peuvent aggraver l'effet de l'hydrochloroquine. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de contextualiser la prescription de l'hydrochloroquine. Il ne faut pas être figé sur le QT, on ne traite pas un signal électrique, on traite un patient et il faut toujours mettre le signal électrique dans son contexte clinique pour éviter les effets secondaires. La mesure du QT, quels sont les problèmes? Il faut préciser la fin de l'onde-T et il faut déterminer les dérivations appropriées pour mesurer l'intervalle QT. Et il faut répondre à la question, est-ce que la mesure automatique elle est fiable ou pas? Quels sont les facteurs purement électrocardiographiques qu'on doit tenir en compte? Vous avez la fréquence cardiaque, vous avez la notion sinusale ou arythmiale, en particulier la fibrillation atriale qui va vous donner sur un même tracé des fréquences variables. Vous avez cette notion de pacemaker définitif qui va donner un QRS large, un syndrome de Wolff-Parkinson-White, un bloc de branche, et la position de l'onde U, comme je vous ai dit au début, qui parfois va être collée à l'onde T et qui va nécessiter une approche qui a été recommandée par le groupe de rythmo américain et les groupes de rythmo européens. Et j'insiste encore une fois, une approche globale. Rechercher des signes de cardiopathie, rechercher des signes d'hypokaliémie électrique sur lesquels on va revenir, et j'insiste sur les signes
d'hypokaliémie qui sont beaucoup plus précoces avant que cette hypokaliémie va se manifester sur le plan biologique. N'oubliez pas que le potassium, c'est l'ion cardiaque de repolarisation par excellence, et donc il va donner des signes électriques sur l'électrocardiogramme. Comment on mesure le QT? Eh bien, il faut choisir d'abord la dérivation où le complexe QRS commence le plus rapidement possible, c'est-à-dire V2 et V3. Il y a des différences de mesure entre les différentes dérivations jusqu'à 50 millisecondes et que les meilleures mesures sont données par justement la dérivation V2 et V5 qu'il faut toujours essayer d'analyser lorsqu'on analyse l'intervalle QT. Et enfin, lorsqu'on a des appareils qui sont haut de gamme, qui permettent d'analyser le QT, ils vont faire un alignement temporel, une superposition des QRS, ils vont préciser le début du QRS et la fin de l'onde T, et ils ont la capacité de séparer l'onde U, et ça, sur les 12 dérivations de l'électrocardiogramme, se fait quand même une synthèse et un chiffre qui est vraiment proche de la réalité. Donc, lorsqu'on a un appareil qui a cet algorithme d'analyse du QT, il faut lui faire confiance. En cas de doute ou lorsqu'on a uniquement un appareil manuel, eh bien, analyser le QT, j'ai précisé les dérivations sur la dernière ligne, en D2, V2 et V5, sans oublier de le corriger. Sans oublier de le corriger, lorsqu'on a une fréquence cardiaque autour de 70, entre 60 et 70, la correction du QT n'apporte pas grand-chose puisqu'elle est très faible, de l'ordre de 20 millisecondes. D'accord? Mais lorsqu'on a des fréquences cardiaques basses au-dessous de 60 ou bien élevées au-delà de 90, la correction du QT devient indispensable pour prendre en charge ces patients. Le QT chez la femme, il faut intégrer cette notion-là, il est un peu plus lent que chez l'homme. Et la mesure se fait de la manière suivante, on trace la tangente sur l'onde T, sur la partie descendante lorsque l'onde T est positive, ou ascendante lorsque l'onde T est négative, et on calcule le point de croisement avec la ligne isoélectrique. Et c'est à partir de ce point-là, vous voyez la deuxième ligne, qu'on va mesurer le QT chez les patients. C'est la méthode recommandée par les sociétés savantes pour mesurer le QT. Donc, l'onde T est isolée de l'onde U, on trace cette tangente. Si l'onde U est confondue avec l'onde T, eh bien, il faut l'intégrer dans la mesure, car elle fait partie de l'onde T à ce moment-là, et c'est un élément sur lequel j'insiste, il ne faut pas écarter l'onde U, car ça peut être une onde T à double bosse, et toutes les sociétés savantes recommandent, et je vais vous montrer des tracés, recommandent de faire la mesure sur cette onde T, sur cette onde U. Dans les conditions normales, lorsque le QT a été corrigé, au-delà de 440 millisecondes chez l'homme et au-delà de 460 chez la femme et l'enfant, on considère que le QT corrigé est pathologique. Si on a des fréquences basses ou qui avoisinent les 90 battements par minute, on corrige le QT par la formule de Bazette. Si par contre la fréquence cardiaque est très rapide, au-delà de 90-100, eh bien c'est la formule de Frédéricia qui est utilisée, qui elle va utiliser la racine carrée au cube et non pas au carré, et donc va avoir une meilleure modélisation de la fréquence cardiaque par rapport au QT, et ce sont les recommandations qui ont été retenues dans le dernier papier du 13 avril 2020 de la Société française de cardiologie, et ce sont les critères qui ont été utilisés dans le travail de Jean-Claude Doharo qui a été fait sur 502 QT et Covid-2. Les autres formules, c'est de la littérature, il faut le savoir, mais les deux formules importantes, ce sont celles que j'ai mises en rouge au début de la slide. Comment on corrige le QT? Vous avez automatiquement en bas un site qui s'appelle MediCalcul qui va vous donner les chiffres automatiquement dès que vous le mettez. Vous faites rentrer votre fréquence cardiaque, par exemple ici vous avez une fréquence cardiaque à 120, le QT mesuré, et vous cliquez sur le deuxième point, sur la formule Bazette par exemple,
et il va vous donner automatiquement la formule. Mais ici, je vous ai dit que lorsqu'on a des fréquences cardiaques qui sont élevées, on n'utilise pas le basette. Vous avez ici la formule de Frédéricia qui va vous donner le vrai QT, celui qui est le plus physiologique. Et vous voyez que la différence en bas, elle est de plus de 54 millisecondes. Et c'est pour ça que le deuxième critère Frédéricia est plus approprié pour les fréquences rapides pour mesurer le QT. Ah, je vous donne la main, monsieur le technicien, pour éviter ces problèmes-là. Allez-y, monsieur le technicien. Allez-y. 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 Alors, pour contourner les tracés, je vais repasser la main à l'informaticien pour vous donner des exemples et pour la reprendre par la suite. Allez-y. Non, ça persiste le problème. Allez-y. Allez-y. Non, ça persiste le problème. Ici, le QT, comment il est calculé? Vous voyez dans la région qui est en bas, le QT donné par la formule de Bazette et juste au-dessous, la formule de Frédéricia. Et donc, certains appareils vous donnent les deux formules. Ici, il est calculé autour de 410 secondes avec environ 26 millisecondes de différence. Allez-y. La suivante. La suivante, s'il vous plaît. La suivante. La suivante, s'il vous plaît. La suivante, s'il vous plaît. J'arrive plus à voir les diapositives. La suivante, s'il vous plaît. Je ne vois pas la diapositive, je ne la vois pas. Je vous demande de passer les diapos. Mais maintenant, on voit rien, tu ne passes pas. Ben non. Oui, je ne vois rien, je ne vois rien du tout. Elle est derrière Simon-Sortel. Elle est derrière Simon-Sortel, elle n'est pas sur l'écran. Oui, mais elle est derrière lui. Voilà. Non, elle est toujours... Au moins réponds-lui, réponds-lui. Réponds-lui parce que là, il est en train de s'énerver. Réponds-lui sur le truc. Alors, je vous demande un peu de patience, je vais me reconnecter parce que je n'arrive pas à voir quoi que ce soit.
plaît, la suivante. La suivante, s'il vous plaît. Non, elle est la même, ça, je peux la passer moi-même. Il n'y a pas de partage d'écran, c'est ce que je vous ai demandé. Parce que toutes les diapositives ont été mises à l'envers, malheureusement. Voilà, la suivante. Ici, vous voyez que la flèche rouge vous sépare l'onde U avec l'onde T. Ici, c'est un deuxième exemple où vous avez l'onde T et l'onde U qui sont fusionnées et par conséquent, la mesure va se faire à la fin de l'onde U pour que la mesure soit dans les normes. Ici, vous avez une fusion de l'onde T et de l'onde U avec un aspect en double bosse. La suivante, s'il vous plaît. La suivante. La suivante, s'il vous plaît. Donnez-moi la suivante, s'il vous plaît. Malheureusement, c'est la partie la plus intéressante. Elle a été foutue en l'air. Malheureusement. C'est là où on a la mesure, où on a les difficultés de mesure, et elle a été foutue en l'air. Voilà. Voilà, le tracé est à l'envers. Mais s'il vous plaît, suivez la diapositive. Passez-moi les diapositives. Passez-moi la diapositive, s'il vous plaît. Bon, on essaiera de revenir à la fin parce qu'apparemment ça ne passe pas. C'est une catastrophe. Voilà ce que je vais vous dire. Sur les valeurs, on essaiera de revenir à la fin si on arrive pour vous montrer les tracés. Sur les valeurs pathologiques, et bien sur les valeurs pathologiques, sur les valeurs pathologiques, eh bien, vous avez dans ces conditions-là, comme je vous ai dit, plus de 440 chez l'homme, plus de 460 chez la femme. On doit tenir compte du QRS large, du bloc de branche, du pacemaker et ajouter entre 20 et 40 millisecondes. On doit tenir compte du score de Titsdal qui, lui, tout simplement, va mettre également le QT, la kaliémie qui est inférieure à 3,5, l'existence d'un infarctus du myocarde, de médications qui vont allonger le QT, d'une infection, d'une insuffisance cardiaque, tous ces éléments-là, un score qui est apprécié à 3 niveaux, un risque faible moins de 6, un risque intermédiaire entre 7 et 10 et un haut risque supérieur à 11 points. Au-delà de 11 points, ces malades-là doivent être hospitalisés avant de démarrer tout thérapeutique pouvant allonger le QT et être surveillé dans une unité de soins intensifs qui est rodée à la surveillance du QT. Voici les dernières recommandations du groupe de rythmologie de la Société française qui ont été publiées hier et qui classent ces facteurs en modifiables et non modifiables. C'est un peu la même chose que ce qu'on vient de dire, mais surtout qu'il agite notre esprit parce qu'ils vont ajouter à tous ces facteurs-là des facteurs liés au virus lui-même, donc liés à une atteinte cardiaque due au virus
liées à des troubles du rythme liés au virus et à une hypokaliémie qui peut être créée par le virus. Donc, 3 situations pratiques. Vous avez un QT qui est normal et qui va s'allonger normalement, entre parenthèses, lorsqu'on le soumet à des traitements médicamenteux. Vous avez la deuxième catégorie des patients qui ont un QT long congénital, et je vous ai dit là, c'est un staff spécialisé qui doit prendre en charge ce genre de patients lorsqu'ils ont un Covid-19. Et enfin, vous avez le troisième groupe de patients chez qui on ne connaît pas l'existence d'un QT long acquis. C'est la prescription des médicaments qui va le dévoiler. Et c'est pour ça que ces malades-là doivent être surveillés de près avec un ECG avant et surtout un ECG au cours du suivi. Et on va voir à quel moment il faut le faire. Vous avez aussi la place de la clinique qui est capitale pour éliminer une atteinte des grandes fonctions. L'ECG, comme je vous ai dit, doit analyser le QT, mais doit analyser le reste, la repolarisation, l'existence d'ondes de Q, l'existence d'extrasystole, ainsi de suite. Et ces éléments-là, lorsque vous avez une bradycardie ou un trouble de la conduction, c'est un facteur modifiable, c'est-à-dire que si on monte une sonde provisoire à ces patients-là, on va régler ce problème de fréquence cardiaque et donc on va pouvoir les traiter. Et lorsqu'il y a ces bradycardies, des ondes Q de nécrose, des extrasystoles, des troubles de la repolarisation, il faut impliquer un cardiologue dans la prise en charge de ces patients-là, analyser les ondes T et le segment ST, car je vous ai dit qu'il n'y a pas d'hypokaliémie significative avec un électrocardiogramme normal, de même qu'il n'y a pas d'hyperkaliémie significative avec un électrocardiogramme normal. Le potassium est un ion qui perturbe l'électrocardiogramme à un niveau très précis. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on ne fait pas de la recherche fondamentale. Face au Covid-19, on est face à une maladie nouvelle qu'on découvre au fur et à mesure, à une maladie urgente, un problème de santé publique. Il faut être efficace et optimiser les moyens. C'est pour ça que l'électrocardiogramme est un outil diagnostique capital, car il est le prolongement de l'examen clinique, mais il règle beaucoup d'autres problèmes en même temps. Donc, s'il y a des signes d'atteinte de grande fonction, ces malades-là doivent être hospitalisés et discutés dans un staff de spécialistes. S'il n'y a pas d'atteinte des grandes fonctions et que l'ECG est normal, et si la stratégie du ministère de la Santé évolue dans le sens de la prescription de ces produits-là à titre externe, eh bien, on peut donner ces malades. Avec les réserves suivantes, informer les patients pour se présenter, pour réaliser un électrocardiogramme avant la prise suivante, en cas de diarrhée, en cas de vomissement, en cas de palpitation. L'expérience marseillaise sur plus de 500 ECG est très rassurante. L'augmentation, elle est de l'ordre de 40 millisecondes. 9 patients ont eu une augmentation de 60 millisecondes et ils ont été surveillés et ils n'ont pas présenté de troubles du rythme. Donc, il ne faut pas dramatiser la situation. Néanmoins, il faut surveiller ces patients. L'hypokaliémie et l'hyperkaliémie sont incompatibles avec un électrocardiogramme normal. Donc, il faut interpréter correctement l'électrocardiogramme avec une approche interniste, encore une fois. Quelles sont les recommandations du groupe de rythmologie de la Société marocaine de cardiologie? Et je les remercie une deuxième fois. Donc, basette, lorsque la fréquence cardiaque est entre 60, 90, 60, 100. Frédéricia, au-delà de 100 par minute. Lorsque le QRS est allongé, on ajoute 20 à 40 millisecondes selon la durée du QRS. Ou bien, on adapte le QT par la formule qui est sous la durée du QRS. On adapte le QT par la formule que je vous ai dit et on a 3 situations. La première situation, le QT corrigé est moins de 450 millisecondes. On va prescrire cette association hydroxychloroquine plus azithromycine et on va évaluer les patients avec un électrocardiogramme au deuxième jour. La deuxième situation, on a un électrocardiogramme corrigé qui est entre 450 et 500. Ces patients-là vont bénéficier d'une hospitalisation dans un hôpital du jour. On va arrêter tous les autres médicaments qui augmentent le QT
et on va refaire un électrocardiogramme 4 heures après la prise avec 2 schémas évolutifs. La première, il y a une bonne tolérance et le malade va sortir et il va revenir au bout du 2e jour pour une seconde évaluation. Le malade va allonger le QT au-delà de 500 millisecondes et on va retrouver donc cette 3e catégorie où théoriquement cette prescription elle est contre-indiquée. Devant l'utilité de la prescription, un staff peut discuter donc prescription sous une surveillance stricte dans un centre qui est surveillance du QT en ayant les moyens de monter rapidement une sonde provisoire s'il le faut et des électrocardiogrammes qui sont faits chaque jour et lus par la même personne selon la même méthode pour avoir une rapidité de l'analyse. Et enfin, j'insiste sur la consultation urgente si diarrhée, vomissement, palpitation, une catégorie appropriée et aussi sur l'interprétation globale de l'électrocardiogramme, pas uniquement un œil qui est figé uniquement sur le QT. Et je vous rappelle ces signes d'hypokaliémie, dépression du segment ST, D2V1, V3, une onde U qui devient ample et qui va devenir beaucoup plus importante que l'onde T, et l'apparition d'extrasystole ventriculaire. Le bigéminisme que vous voyez ici, il est dû à un QT long créé par l'amiodarone chez une patiente de 79 ans avec une kaliémie normale. Et vous voyez ici le démarrage d'une torsade de pointe uniquement sous amiodarone pour vous dire que beaucoup d'autres médicaments donnent des torsades de pointe et qu'il faut les surveiller dans la prescription. Chez les hémodialysés, et notre ami professeur Htaoui m'avait posé cette question, j'ai essayé de trouver des réponses dans la littérature, mais également en demandant à des centres qui recrutent beaucoup plus de patients Covid. Eh bien, il faut faire attention à la kaliémie, surveiller les un ECG avant et surtout après dialyse, sachant qu'il faut diminuer les doses par moitié. L'ECG après hémodialyse est important, sachant que cette durée de pression elle est uniquement de 10 jours. Et lorsque j'ai demandé l'avis à Marseille, eh bien, on m'a dit qu'ils ne font pas d'adaptation de dose, mais ils font un monitoring strict de l'hypokaliémie en fin de dialyse pour que les malades ne sortent pas en hypokaliémie. Les torsades de pointe, vous savez que c'est une tachycardie ventriculaire qui va changer d'axe, donc succession de complexes ectopiques. Cette tachycardie ventriculaire, elle est rare. Personnellement, en 25 ans de rythmologie, j'en ai vu torsade de pointe et elle est généralement annoncée par un ensemble d'éléments, soit le QT lent, mais associé généralement à d'autres facteurs, en particulier l'hypokaliémie. Sachez que ces torsades de pointe vont évoluer dans 10 à 15% vers une fibrillation ventriculaire lorsqu'on ne sont pas traités et que dans 85% des cas, c'est évolution. Quels sont les signes prémonitoires? Vous avez un bigisme ventriculaire, majoration de la déformation de l'onde de T et apparition parfois de certains blocs ventriculaires et donc d'onde T très géantes. Là, lorsque vous avez une anomalie congénitale du canal sodique ou potassique, le seuil de torsade de pointe est élevé. Il suffit d'un petit facteur externe chez ces anomalies-là. Par contre, lorsque vous avez donc des anomalies acquises, il faut beaucoup plus de facteurs pour déclencher ces torsades de pointe. Et donc, il ne faut pas encore surestimer et exagérer ce risque. Qu'est-ce qu'on fait? Hospitalisation en urgence, arrêt de tous les médicaments qui vont allonger le QT, traiter l'hypokaliémie, donner du magnésium en intraveineux et accélérer le rythme cardiaque. Et pas du Suprel, c'est pour ça que la de monter une sonde provisoire dans notre contexte doit se faire très rapidement. En conclusion, chaque unité Covid doit bénéficier de la présence permanente d'un cardiologue pour soulager les médecins réanimateurs et anesthésistes et infectiologues
quand même plus avisés de l'électrocardiogramme et donner des avis spécialisés. La mesure du QT, avec les précautions que je vous ai rappelées, ne doit pas faire oublier l'analyse complète de l'électrocardiogramme. Il faut corriger les facteurs modifiables de torsade de pointe, les hypokaliémies, les bradycardies. Et j'insiste, donne toujours des signes électrocardiographiques de surface. En absence de TAR associé, et que si l'électrocardiogramme de base est normal, la probabilité d'une torsade de pointe est très rare. Si en plus on fait un électrocardiogramme dans les 48 heures de l'administration du traitement, eh bien les complications rythmiques deviennent exceptionnelles et s'ils surviennent, eh bien on aura le temps de corriger le tir. Retenez le chiffre de 500 millisecondes du QT corrigé, voire 520 à 540 lorsque le QRS est large, pour parler d'un QT qui peut contre-indiquer la prescription de cette association azithromycine. En conclusion, réalité, mais il ne faut pas surdimensionner ce problème de QT. La durée de traitement, je le rappelle, il est d'une dizaine de jours en général. Les torsades de pointe sont exceptionnelles. Il faut corriger tout facteur de risque extrinsèque et que le QT, c'est bien, mais aussi le reste de l'interprétation de l'électrocardiogramme. Et sachez que la notion de cardiopathie est capitale, qu'elle soit liée au Covid, une atteinte extérieure, antérieure à l'atteinte du Covid-19, sont très importantes à considérer pour traiter ce genre de malade. Et enfin, cette unité d'hospitalisation doit bénéficier donc des moyens d'urgence et des moyens de monter rapidement une sonde provisoire, c'est-à-dire une scopie, un introducteur et un pacemaker externe pour essayer d'optimiser les traitements et la fréquence cardiaque et donc le traitement chez ces patients-là aussi. À toi, Aïcha, la parole. Moustapha, bravo, brillantissime. Comme à l'accoutumée, tu nous as toujours habitués à des exposés clairs, didactiques, et ton caractère perfectionniste a été bien mis en évidence. On te remerciera jamais suffisamment pour l'effort que tu as fait, pour nous démystifier un petit peu l'histoire de ce QT, ses tenants, ses aboutissants. Nous avons été très nombreux à nous connecter pour ta conférence et je te félicite, nous sommes près de 800 personnes connectées, toutes spécialités confondues. Et il y a de nombreuses questions qui ont été posées, qui ont interpellé l'audience. Et donc, je te prie de bien vouloir te connecter sur Q&R. Et les questions sont là. Tu feras une petite synthèse pour répondre aux questions qui te paraissent les plus problématiques. Donc, je te remercie une fois de plus. On a une vingtaine de minutes pour répondre aux différentes interrogations. Et je ferai le mot de la fin en tant que présidente. À toi. D'accord. Question. Est-ce que les patients déjà sous antiarythmiques pour FA doivent les arrêter et laisser uniquement les bêta-bloquants? Oui, tout à fait. Il faut arrêter toute médication qui risque d'allonger le QT parce que de toute façon, c'est une fenêtre thérapeutique d'un jour et par la suite, ces patients vont revenir, vont retrouver leur traitement. On préfère qu'ils passent en fibrillation atriale et qu'on les traite par la suite que de les faire, leur faire perdre cette chance d'être traités. Alors, est-ce qu'il est raisonnable de demander un Holter ECG au lieu d'un ECG simple de base pour les QT congénitaux? Je précise que là, on est devant une pandémie, devant une urgence, et qu'on ne fait pas de choses qui vont nécessiter beaucoup de temps. Lorsqu'il y a un QT congénital où l'intervalle QT est allongé, c'est une décision collégiale entre un réanimateur et un rythmologue, avec le bilan habituel d'un QT lent, d'accord, que tous les rythmologues savent faire, et donc
je ne vois pas l'utilité en aigu pour prendre la décision de prescrire ces médicaments-là, de demander un QT. Alors pour le Brugada, vous savez qu'il intervient pas, il intervient dans la phase descendante et non pas sur le QT proprement dit. Le QT n'intervient pas dans le Brugada. Donc c'est une chose qu'il ne faut pas mélanger avec le QT. Mais sachez, le Brugada peut prédisposer à d'autres troubles du rythme qui, dans ce contexte de stress, peuvent donc précipiter les troubles du rythme ventriculaire. Mais ça n'a rien à voir avec le QT. Doit-on accélérer les patients qui ont un stimulateur? Le stimulateur, généralement, dans la grande majorité des cas, il est fixé à 60 battements par minute, sauf nécessité d'accélérer un peu le QT. Eh bien, généralement, lorsqu'on a un pacemaker, on est protégé, on est relativement protégé contre les torsades de pointe. Et par conséquent, ça ne sert à rien de le protéger de manière préventive. Si le besoin se fait sentir, ben, ça va être fait au fur et à mesure. Oui, il y a les QT malheureusement intermittents, il y a même les QT congénitaux qui vont varier d'aspect d'un jour à un autre. Et c'est pour ça que la surveillance de ces thérapeutiques, elle est capitale. Et donc, toujours surveiller ces patients-là lorsque le QT s'arrête. L'association azithromycine hydroxychloroquine, elle potentialise l'allongement du QT puisque chacune d'elles allonge le QT. Mais comme je vous ai dit, on a quand même une étude qui a été faite sur un plan méthodologique extraordinaire sur 502 patients avec des ECG qui ont été étudiés avant et 2 jours après sans qu'on ait d'augmentation catastrophique de ce QT-là. Des 502 patients, on a présenté de troubles du rythme qui ont poussé les médecins à arrêter ce traitement. Malheureusement, on n'a pas d'isuprel ici. L'atropine n'accélère pas suffisamment les troubles de conduction. Malheureusement, elle peut même créer l'inverse puisqu'elle va accélérer le nœud sinusal et aggraver un trouble de conduction nodal et infrahissien en particulier. Non, soit qu'on a l'isuprel qui va lui accélérer le foyer d'échappement, soit qu'il faut monter une sonde provisoire de stimulation. Et il y a suffisamment de cathétériseurs et de rythmologues qui savent monter et surveiller correctement une de stimulation. Non, malheureusement, il n'y a pas d'alternative à la sonde provisoire, sauf les UPREL. On peut utiliser d'autres produits, mais sachez que ces produits-là, que ce soit les UPREL, que ce soit la dobutamine, que ce soit les autres produits qui sont chronotropes, eh bien, vont aussi être arythmogènes. Et donc, la solution qui permet d'accélérer le rythme sans créer d'extrasystole, sans créer d'arythmie, lorsqu'il y a un risque de myocardite chez ces patients-là, eh bien, c'est la stimulation provisoire. Alors, est-ce que l'association azithromycine hydroxychloroquine peut démasquer une voie accessoire? On démasque l'accessoire généralement en termes d'émiologie électrocardiographique lorsqu'on bloque le nœud auriculaire et qu'on améliore la voie accessoire. Cette éventualité est rare, elle est possible théoriquement, mais elle est rare en pratique. Pour le salbutamol, écoutez,
oui, je sais qu'il y a un certain nombre de collègues qui utilisent ça. Écoutez, on doit quand même se préparer à traiter ces patients Covid-19 et que, comme je vous ai dit, ce n'est pas les scopes qui manquent au Maroc, ce n'est pas les centres provisoires qui manquent, c'est une organisation près de ces Covid qui manquent. Et dans grande ville, je suis sûr, et s'il faut, je peux donner des noms, il y a des médecins qui savent monter des sondes et les surveiller. Donc c'est une organisation. À côté de chaque unité Covid, il doit y avoir à proximité une possibilité de monter une sonde provisoire. La salle de cathétérisme n'est pas indispensable pour une sonde provisoire. Des simples scopies suffisent pour monter des sondes provisoires. Et vous savez, actuellement, même pour mettre des pacemakers et des défibrillateurs, il suffit d'avoir une scopie qui fait l'OAG et de l'OAD. On peut faire même de la resynchronisation avec ce matériel. Donc c'est une question de peu de moyens et il n'y a pas un hôpital au Maroc, un hôpital régional où il n'y a pas une scopie parce que ça en sert de ça pour faire de la traumatologie. Et ces scopies-là doivent être préparées pour monter des sondes provisoires en cas de besoin. Alors, je ne parlerai pas des micro-emboles, je ne parlerai pas de surinfection. Je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas épidémiologiste. Et par conséquent, je laisse ça à une conférence qui se fait sur ce côté-là. Vraiment, je me consacre au QT aujourd'hui. Oui, il y a des cas de BAV sous Nivaquine, mais c'est un cas sur 1 million, 2 millions, et c'est quelque chose de réversible encore une fois. Et le BAV n'est pas une contre-indication définitive, c'est une contre-indication modifiable. Lorsqu'on monte une sonde provisoire, on continue. Ce n'est pas un grand plateau technique, encore une fois. Le plateau de la sonde provisoire, il est simple. Il est simple. Et comme je vous ai dit, dans tous les hôpitaux périphériques, il y a une scopie. Comme il y a un échographe, il y a une scopie. Et c'est l'expertise qui, parfois, dans les CHU, par exemple, il y a des gens qui montent correctement des sondes provisoires. Et donc, ce problème-là doit être réglé de manière régionale. Et si les CHU où il n'y a pas de gens, il y a des cathétériseurs qui travaillent en privé et la collaboration privée-publique est de mise, elle est même obligatoire en ce temps-là. Pour le défibrillateur, non, le défibrillateur, c'est une chance pour le malade. Bien sûr, il faut surveiller la cardiopathie sous-jacente, mais sachez que tout défibrillateur comporte un pacemaker. Et donc, on va pouvoir, s'il le faut, augmenter la fréquence cardiaque, parce que chez certains patients, effectivement, pour éviter la stimulation, on met le défibrillateur à une fréquence basse. Mais dans ce cas particulier du défibrillateur, il va falloir programmer des fréquences cardiaques entre 60 et 70, mais il a la chance d'avoir un défibrillateur qui, lorsqu'il fait un trouble du rythme, il va être pris en charge. Alors, les montées de sondes sous monitoring, c'est dangereux à mon avis. Même pour des gens expérimentés, comme Salim Abdelali ou comme Mme Bush, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on pousse à l'aveugle et on risque d'avoir des perforations cardiaques, malheureusement. Donc, il faut se méfier de ce genre de choses. Swan-Ganz, la sonde de stimulation. C'est une sonde qui est rigide et on risque d'avoir des perforations cardiaques. Encore une fois, la scopie est disponible dans tous les hôpitaux du Maroc. Ce n'est pas la scopie qui manque. D'accord ? C'est un faux problème. La prise en charge d'une TSV dans ce contexte,
Malheureusement, vous savez très bien qu'il n'y a pas les médicaments qu'il faut pour que ça ne change pas d'une prise en charge d'une TSV classique, d'accord? Arrêter la tachycardie, prescrire des médicaments antiarythmiques qui ne prolongent pas le QT, et là le bêta-bloquant est le bienvenu. C'est pas tous les bêta-bloquants, vous savez que le bêta-bloquant, il y a certains un peu le QT, donc là je vous renvoie vers le site qui donne les médicaments sous QT. Eh bien, il faut la gérer comme une TSV classique. Oui, on peut faire sous écho, mais encore une fois, il faut avoir l'expertise pour faire ça sans dégâts. Et ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est qu'on sait faire, on n'est pas là pour apprendre des nouvelles techniques, on est là pour service le plus rapidement possible chez des malades qui sont infectés, qui sont malades, et ça doit se faire en 5 minutes. Donc c'est pour cette raison-là qu'à mon sens, la meilleure solution, c'est la scopie. C'est tous les gens qui montent, descendent ont l'habitude de cette image graphique et ils ont l'habitude de monter ces choses-là. Bien sûr, lorsqu'on a quelqu'un qui a l'habitude de le faire, il le fait. Mais honnêtement, les gens qui le font sont rares et ça se fait dans des centres expérimentés, chez des femmes enceintes, etc. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'accélérer le rythme cardiaque pour passer un cap de quelques jours. Non, on n'arrête pas le traitement lorsqu'il y a apparition d'extrasystole. On n'arrête pas le traitement parce qu'il faut évaluer l'extrasystole, il faut évaluer le QT. L'extrasystole, elle est dangereuse si le QT s'allonge. D'accord? Donc, l'extrasystolie, encore une fois, doit être mise dans son contexte. Par contre, à mon avis, ça nécessite une échocardiographie pour évaluer la fonction ventriculaire gauche. Les digitaliques, oui, on les arrête. Il faut les arrêter. Ils ont un effet modeste sur le... Ça pose d'autres problèmes, en particulier s'il y a une myocardite associée. Et ça, la limite entre zone top et zone efficace n'est pas bonne. Et puis, la place de la digoxine, elle est maintenant très rare dans la prise en charge des troubles du rythme. L'ère de la digoxine est révolue. Alors, nous avons encore 2-3 minutes de connexion pour les questions. Donc, c'est Mostarté. En cas de FA, comment mesurer le QT? Après, j'avais des slides pour la FA, pour les extrasols, pour le bloc gauche, pour le pacemaker. Alors, la FA, il faut choisir le cycle le plus court sur une longue bande et faire la moyenne. Mais faire la moyenne de ces deux mesures et donner un QT. Malheureusement, les slides où il y a les tracés ne sont pas passés. Oui, je partage ton avis, Salima, sur une bande longue, d'au moins 30 secondes, sinon 1 minute. Et c'est pour ça que certains groupes ont recommandé, quand il y a des anomalies rythmiques, de faire des bandes longues de 30 secondes. Alors, lorsque les malades ont un range de 60 millisecondes, bien, soit qu'ils sont hospitalisés, il faut doubler de vigilance, soit qu'ils présentent des troubles du rythme, qu'ils présentent des extrasystoles, et à ce moment-là, il faut arrêter ces thérapeutiques. Alors, lorsque l'on est visionné à l'an de T, on la considère
comme une onde de T bifide et on se place sur la dernière onde. Et on trace la tangente sur la dernière onde, c'est-à-dire sur l'onde U, et on prend en charge, le Q1 de manière. Dès que je termine cette présentation, je vais la transformer en PDF et je vais vous la mettre sur le site de la Société marocaine de cardiologie et sur les différents groupes WhatsApp sur lesquels on partage nos avis. Je pense qu'on a répondu aux principales questions. Vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Alors, je pense qu'on est arrivé à terme de ce webinaire. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Peut-être que c'est le service humanitaire a pu résumer ou encore abuser de sa gentillesse, de sa disponibilité et de son expertise pour essayer de faire une petite note de réponse à des questions qui peuvent paraître intéressantes. Ce n'est pas prévu, mais je le demande au nom de différents cardiologues je remercie encore une fois pour l'excellente présentation. Et au nom de la Société marocaine de cardiologie, je vous remercie tous pour votre présence, pour votre assiduité. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi, à la même heure, à 18h, pour un prochain webinar où on aura l'opportunité et le plaisir d'accueillir avec nous, toujours sur la thématique Covid, le professeur Ariel Cohen, président de la Société française de cardiologie, qui nous a fait le plaisir d'accepter d'animer avec nous un webinar. Et nous accueillerons avec nous nos confrères experts marocains pour essayer de partager un petit peu l'expertise et les expériences de tout un chacun. Nous aurons le plaisir de recevoir le professeur Zoubida Tazi et le professeur Jaafar Heikel. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à très bientôt. Alors n'oubliez pas de noter le rendez-vous de la semaine prochaine qui vous sera diffusé sur les différents groupes WhatsApp et sur les groupes AMCAR et SMC. À bientôt, même si c'est de façon virtuelle. Au revoir.